Bonjour à tous, je suis Ilana Jean-Joseph et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Vide Grenier. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer au carton des cheveux et plus particulièrement à la perception des cheveux crépus par la société, mais aussi par les personnes elles-mêmes concernées, donc en grande partie les personnes racisées. Donc il faut savoir que moi, pendant 10 ans, j'ai porté des locks et il y a 3 ans, je me les suis coupés. Donc au début, c'est vrai que c'était un peu dur de sortir avec mes cheveux crépus naturels. Et je me suis rendu compte en fait que j'étais pas vraiment la seule à avoir cette appréhension. Et donc du coup, je me suis demandé d'où vient vraiment cette appréhension de sortir avec son afro. Et c'est avec Ruth, une adhérente de l'association Science Girl, qu'on va déballer ce petit carton. Comment tu vas, Ruth ? Ça va très bien, et toi ? Ça va. Donc Science Girl, c'est une association qui a été créée par des étudiantes de Sciences Po. Et en gros, l'association, si je comprends bien, elle prône la beauté, l'acceptation et la valorisation des cheveux texturés. Donc des cheveux bouclés, frisés et des cheveux crépus, c'est bien ça ? C'est ça. On organise quelques ateliers de confection de tout ce qui est produits capillaires pour notamment avec les jeunes. Et globalement, c'est ça. On a aussi un podcast qui est en stand-by pour l'instant, mais t'as très bien présenté l'association. Super. Donc déjà, on va rentrer dans le brut direct. Est-ce que toi, t'aimes tes cheveux ? Moi, je les adore. Pour le coup, je les adore vraiment. Et ça a toujours été le cas ou pas ? Non, ça n'a pas toujours été le cas. Enfin, je sais pas si du coup, je dois déballer mon vide-grenier aussi. Vas-y, déballe tout, c'est fait pour ça. Donc du coup, moi, en fait, je pense que comme pour la plupart des jeunes filles noires, c'est pas moi qui me défrisais mes cheveux, mais c'est plutôt ma mère qui me défrisait les cheveux. Et du coup, c'était vraiment des moments genre horribles où à chaque fois, je terminais avec mon cuir chevelu hyper brûlé à cause du défrisant. Je crois que ça fait 10 ans maintenant je me défrise plus les cheveux. Mais du coup, ma mère, elle le laissait poser énormément et elle a toujours appris en fait à le faire comme ça. Mais c'est vraiment déconseillé de faire ça. Mais en fait, l'idée par là, c'était de rechercher vraiment la perfection où mes cheveux allaient devenir tout raides. Donc elle me le laissait poser pendant 1 heure, ce qui fait que mon cuir chevelu était tout le temps brûlé à la fin. Je perdais énormément de cheveux et du coup, c'était vraiment pas des moments agréables pour moi. D'autant plus où j'étais petite, donc je me comparais aussi aux autres et je voyais que les petites filles avec les cheveux lisses, elles avaient beaucoup plus de cheveux que moi et ils étaient plus longs que moi. Et aussi je regardais des autres petites filles noires et je voyais qu'elles avaient des cheveux crépus. Du coup je me disais mais comment ça se fait que les miens ils sont raides et les leurs c'est en afro, et je comprenais pas trop jusqu'à un jour où vraiment c'était la goutte de trop et je me suis dit non stop, vraiment j'ai vraiment plus envie qu'on me défrise les cheveux. Et ce qui fait que j'ai commencé à faire des recherches sur les cheveux crépus et là, malheur, j'ai découvert tout l'historique derrière avec l'esclavage, les origines du défrisage aussi. Enfin, je sais pas si tu sais, mais c'était un peu avant pour punir les esclaves, on plongeait leur tête en fait dans des, je sais plus c'était quel acide, mais en tout cas c'était un acide qui rendait les cheveux raides et c'est ça en fait l'origine du défrisage. Donc quand j'ai appris ça, donc déjà je me suis radicalisée. J'ai découvert l'afroféminisme, les mouvements des droits civiques, j'ai découvert le féminisme. Enfin, c'était vraiment l'effervescence intellectuelle et j'ai décidé à cet instant-là d'arrêter de défriser mes cheveux. Et donc j'ai fait une transition, puis après ensuite un big shop. Ok, ouais, donc tu t'es coupé tous tes cheveux, quoi. Exactement, ouais. Moi aussi, on m'a pas défrité les cheveux quand j'étais petite, mais ma mère, elle m'a fait un lissage brésilien. Ok. Donc à l'époque, c'était connu comme quelque chose de pas trop dangereux comparé au défrisage, mais c'est vrai que c'est quand même dangereux, il y a quand même des produits toxiques dedans. Et en fait, moi, je me rendais pas forcément compte comme toi. Moi, je rêvais d'avoir des cheveux lisses. À l'école, toutes les petites, elles avaient des cheveux lisses. Du coup, moi, je kiffais ça. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu un mauvais souvenir aussi de quand j'avais mes cheveux naturels à l'époque, parce que c'était toujours une souffrance. Ouais. À chaque fois, ma mère, quand elle me coiffait, je me mettais toujours à pleurer parce que ça me faisait mal aux cheveux et ça l'a saoulée tellement qu'elle a fini par me faire des locks et je les ai gardés pendant 10 ans. Comme je l'ai dit au début du podcast, moi, j'ai coupé mes cheveux il y a seulement 3 ans, donc j'ai découvert mes cheveux il y a que 3 ans. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai un petit mauvais souvenir de mes cheveux avant et je recommence un peu à les découvrir. Et est-ce que tu as déjà essayé, je sais pas, d'autres combines, genre pendant cette période où le défrisage c'était un peu compliqué, d'autres combines comme, je sais pas,
genre te mettre une perruque ou des tissages ou des trucs comme ça, non? Bah, comme j'étais très petite, Ah oui. j'avais quel âge? J'avais genre 10, 11 ans. Pour ma mère, c'était vraiment inconcevable qu'elle me fasse un tissage à ce moment-là. Donc, j'avais aucune porte de sortie, en fait. C'était tous les mois, maman, elle allait me mettre ce foutu produit-là qui sent hyper mauvais. Et après, ensuite, j'allais pleurer et tout. Donc, ouais, j'avais vraiment aucune autre combine. Et puis aussi, c'était un peu intégré, en fait. Je me disais, c'est ma routine capillaire et voilà quoi, tu vas rester avec des cheveux brûlés, avec un cuir chevelu brûlé, et puis c'est comme ça, c'est le quotidien des petites filles noires. Et quand t'as fait ton big shop, justement, comment t'as fait, t'es passé par cette étape d'accepter tes cheveux parce que, enfin, tu coupes quand même beaucoup de tes cheveux, quoi. Donc c'est quand même, enfin, un traumatisme. Moi, ça m'a traumatisé de couper mes cheveux très courts. Donc comment t'as fait pour vivre ça? Bah moi, c'était un processus qui m'a beaucoup plu dans le sens où je me découvrais, puisque du coup, quand tu fais une transition, en fait, tu laisses pousser tes cheveux naturels et puis après, ensuite, au bout, t'as tes pontes défrisées qui pendouillent. Donc tous les jours, je voyais que je découvrais en fait ma texture de cheveux. Donc là, j'avais des cheveux derrière, j'avais des cheveux un peu plus bouclés et puis devant, ils étaient un peu plus frisés. Et donc pour moi, c'était trop bien. Je me disais waouh et tout. Enfin, c'est comme si que je découvrais. C'est comme si c'était une surprise pour moi. Et pour moi, j'ai vraiment bien vécu. Après, ce qui était chiant, c'était plutôt les réactions de ma famille, c'était dans une forme d'anticipation, je dirais, où ils disaient, bon, Ruth, en vrai, tu peux te défriser juste un peu, c'est pas grave, etc. Et c'est vraiment au moment où j'ai coupé mes cheveux, où là, c'était la guerre. Là, c'est vraiment la guerre avec ma famille. Mais pour le coup, moi, j'avais vraiment bien vécu ce moment-là. D'autant plus que, du coup, j'ai essayé de faire plein de nouvelles coupes, où je faisais des petites tresses, où je mettais un peu des bandeaux et tout. Et c'était vraiment cool. C'était un moment de pleine découverte pour moi. Et est-ce que justement, t'as déjà subi des remarques ou un peu des comportements déplacés vis-à-vis de tes cheveux Pendant ma transition, enfin, du coup, quand j'ai coupé mes cheveux, là, c'était, comme je t'ai dit, c'était vraiment la guerre avec mes parents, où, malheureusement, en fait, ils ont été socialisés à une image très dépréciative de tous les attraits des corps noirs. Donc, je parle des cheveux crépus, mais il y a aussi tout ce qui a trait au futurisme avec, tu sais, les traits négroïdes, où on va dire, ah, lui, il a un gros nez et tout, alors que. Et enfin, sous-entendu, ouais, c'est pas beau, ou aussi avec la couleur de peau, où t'en as plein qui mettent des produits décapants pour devenir plus clair. Donc mes parents, ils étaient en plein là-dedans, ce qui fait que quand ils me voyaient mes cheveux, ils disaient oh, malheur, non mais t'es une fille qui sort de la brousse, non mais t'es pas coiffée, non mais c'est quoi ces cheveux alors que ces cheveux ils sont naturels, enfin je comprends pas trop. Ouais. Je suis née comme ça, c'est à cause de vous ces cheveux-là aussi. Et pour la première fois, mon père il s'intéressait à mes cheveux en me disant mais pour lui c'était une découverte quoi, il se disait mais qu'est-ce que tu fais, c'est pas possible, tu peux pas aller à l'église comme ça. Et donc c'était vraiment plus la guerre avec mes proches. T'en avais aussi qui me disaient ah mais je pensais que c'est une perruque en fait. Ah mais comment ça t'as des cheveux crépus? Bah je suis noire donc c'est normal que j'ai des cheveux crépus. Donc je recevais beaucoup de critiques de la part de mes proches. J'ai arrêté de me défriser les cheveux dans les années 2010, 2013 dans ces zones-là, donc on était en plein mouvement nappy aussi. Donc ils pensaient que c'était un mouvement de mode, bon t'inquiète pas, après ensuite elles vont se défriser les cheveux, bah non, je les ai toujours crépus. Et après ensuite par rapport à mes camarades, c'était les remarques classiques genre Jackson 5 ou oh la boule de cristal et tout, mais après ensuite généralement on me laissait tranquille quoi. Ouais, il y avait des filles aussi, des filles noires qui comprenaient pas par exemple pourquoi je me lâchais les cheveux en me disant mais c'est pas possible, t'as des cheveux crépus, tu les attaches pas, non mais c'est n'importe quoi. Et maintenant que t'as tes cheveux plus longs, ça va avec ta famille? Enfin, je veux dire, c'est toujours la guerre. Bah justement, j'ai mes cheveux plus longs, donc forcément, je peux les attacher et c'est perçu comme plus acceptable, quoi. Ok, et on en a parlé tout à l'heure aussi, c'est vrai qu'il y a aussi l'histoire de la communauté noire qui a fortement été impactée, justement par l'époque de l'esclavage et même post-colonial et tout. Et ça a beaucoup impacté la perception des cheveux crépus. Est-ce que toi, tu peux me parler de moments forts, justement, dans l'histoire qui a fait qu'aujourd'hui encore, la perception des cheveux crépus, elle est altérée? Pendant la période esclavagiste où... alors moi, je suis pas une pro, j'ai lu quelques trucs. Je suis pas une étudiante en histoire, moi je suis étudiante en sociaux, et j'avais fait quelques travaux dessus. Mais de ce que j'ai retenu, c'est que du coup, pendant la période esclavagiste, avant du coup les déportations, il y avait vraiment un savoir-faire autour de comment s'occuper des cheveux avec des coiffures spécifiques, des produits spécifiques à utiliser. Le cheveu permettait aussi de savoir
de quel statut tu étais, enfin, de quel statut tu es. Est-ce que tu viens plutôt de classe sociale supérieure ou inférieure, etc. Donc, c'était vraiment un attribut qui était utilisé dans la société de sorte à ce que ça l'organise, en fait. Mais avec l'esclavage, donc du coup, il y a eu les déportations, ce qui fait que tous les savoir-faire, ils se sont perdus. Et aussi, on a détruit toutes les hiérarchies sociales qui étaient déjà de base. Donc, avec le cheveu notamment, où on l'a réduit à rien, quoi. Du coup, forcément, pour instaurer un rapport de domination, la personne dominante, elle fait en sorte de déprécier tous les attributs de la personne qui avait dominé. Et pour les cas des personnes noires, c'était la couleur de peau, mais aussi les cheveux. Donc de là, on a commencé à poser des mots qui permettaient de déprécier ces cheveux-là. Donc il me semble que nappy hair, nappy, ça signifiait au départ, je crois que c'était coton, mais du coup c'était très péjoratif. Et ce qui fait que les personnes noires, elles ont grandi avec ça. Et après, il y a d'autres mouvements qui sont apparus dans les années 60, avec le Black is Beautiful. Avec les Black Panthers et tout. Donc là, on est dans un processus plus de réappréciation des attributs noirs, et notamment des cheveux crépus. Et après, ensuite, ça s'est poursuivi jusqu'au mouvement Nappy. Donc voilà, pour ces petits repères historiques. Et comment justement ces mouvements-là, ils ont permis, on va dire, entre guillemets, de la communauté noire se réconcilier, on va dire, avec ses cheveux? Je dirais pour les Black Panthers, c'était... il y avait beaucoup cette histoire-là d'esthétique, en fait. De dire que, vous nous traitez de noirs, vous dites nos cheveux sont nappy, vous savez quoi, on va vous montrer qu'on en est fiers, quoi. Donc il y avait une sorte de ce qu'on appelle en sociologie un retournement de stigmate, où on se réapproprie des termes qui sont utilisés pour nous déprécier, de manière à se revaloriser. Et les cheveux, c'est par les cheveux qu'on va montrer que finalement, nous sommes des personnes noires, et on peut se sentir fier de l'être, tu vois. Et du coup, tu vois, les Black Panthers, ils sont super stylés, ils sont tout en noir avec les cheveux afro. Tu dis, moi aussi, j'ai envie de ressembler à ça. Donc, t'as tout le monde qui commence à se faire ces cheveux afro-là. Et c'est comme ça, en fait, que ces mouvements-là ont permis une revalorisation des cheveux crépus. Après, c'était pas tant le cheveu crépus qu'on appréciait à ce moment-là, c'était plus l'afro. Et donc, eux, ils ont permis de poser finalement... une première étape, j'ai envie de dire ça comme ça, pour pouvoir lancer après ensuite le mouvement Nappy par la suite. Donc oui, ils arboraient tous leur afro, mais c'est vrai que il faut noter aussi que derrière cette coiffure afro, il y a quand même, on va dire une difficulté à coiffer les cheveux crépus. Finalement, coiffer ses cheveux crépus, c'est quand même tout un art. Et c'est vrai que cet art, il a été très peu valorisé dans les formations de coiffure avant. Et heureusement, depuis 2023, maintenant, il existe une formation pour les cheveux bouclés, frisés et crépus. Mais est-ce que toi, justement, par le passé, tu as déjà été confronté, on va dire, aux conséquences de ce manque de formation sur les cheveux crépus quand tu as voulu, par exemple, aller chez le coiffeur? Est-ce que tu as déjà été confronté à ce genre de situation? Je dirais que je l'ai plutôt ressenti quand j'allais dans les salons de coiffure. C'était plus des remarques du style oh, mais tu sais, tu peux te défriser un tout petit peu les cheveux. Je sais pas si tu connais, c'est un type de défrisage, mais qui ne défrise pas à 100% des cheveux. Le nom m'échappe. Ça les boucle un peu, ça les détend. Oui, voilà. Oui, je vois totalement ce que c'est, ouais. Exactement. Et on me propose à chaque fois ça, je dis non, en fait, moi j'ai juste envie que tu me coiffes les cheveux, laisse-moi tranquille. Oh, mais tu sais, en plus t'as beaucoup de cheveux, hein. Non, mais... Et du coup, je ressentais ça, je me disais, quand même, vous êtes des salons afro, vous savez pas coiffer des cheveux afro, c'est un peu dommage, quoi. Et du coup, t'as appris à t'occuper de tes cheveux comment? Au travers de vidéos YouTube, hein. Est-ce que t'as déjà tenté des coiffeurs qui, finalement, n'étaient pas comme sur la vidéo? Je dirais que, moi, j'ai plutôt des doigts de fée, donc ça a toujours fonctionné. Mais non, j'ai jamais eu d'anecdote où je me suis dit, oh non, merde, ça a pas... J'ai toujours fait en sorte de viser des types de coiffures par rapport à ma texture de cheveux et par rapport à la longueur aussi. Donc, j'ai jamais eu d'anecdote où je me suis dit, oh non, merde, ça a pas... Et heureusement, d'ailleurs, parce que je pense que ça m'aurait brisé encore plus, parce que déjà, on n'aime pas tes cheveux, après, tu rates ta coiffure. La mort. Ça m'est pas arrivé. Pour le coup, je me débrouillais très bien avec mes cheveux, ouais. Moi, du coup, comme je t'ai dit, je me suis coupé mes cheveux il y a 3 ans, donc très court. Et c'est vrai qu'au début,
Enfin, moi, j'ai jamais su me coiffer vu que j'ai gardé des locks pendant 10 ans. J'avais jamais eu ce réflexe d'aller regarder sur Internet comment coiffer des cheveux afro. Donc, c'est vrai que, enfin, quand j'ai essayé de me coiffer, c'était pas forcément le meilleur résultat. Et surtout avec les cheveux courts, j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos avec des cheveux aussi courts que les miens. Donc, du coup, je pouvais rien faire d'autre que de laisser mes cheveux comme ça, quoi. Donc, j'ai vraiment dû apprendre à accepter mes cheveux crépus parce que je pouvais rien faire d'autre. Je pouvais même pas les attacher ou à la limite mettre un foulard, mais au début c'est ce que je faisais, mais après je me suis dit vas-y, c'est mes cheveux donc faut que je les assume, quoi. Mais c'est vrai que maintenant j'ai les cheveux un petit peu plus longs et j'essaye de faire des trucs avec mes cheveux et tout, et donc je les accepte beaucoup plus parce que, enfin, je sais pas, je trouve que quand t'as des cheveux plus longs t'as plus de possibilités. Donc, enfin, après, c'est une perception, mais je trouve que t'as plus de possibilités, donc c'est plus simple de les accepter que quand ils sont courts. Je sais pas ce que toi t'en penses. Moi, quand j'avais encore les cheveux courts, c'est vrai que je restais beaucoup avec mon afro. Enfin, pour moi, c'était vraiment une fierté d'avoir des cheveux afro, de les arborer, parce que je les trouvais très jolis, comme ça. Et je pense que c'est pour ça que du coup, j'ai pas d'anecdote où justement j'étais un peu déçue de ma coupe, puisque en vrai, je les lâchais tout le temps, même si je pouvais recevoir des remarques et tout, mais pour moi, c'était une manière de réaffirmer un peu de mon identité en disant je suis noire et j'ai des cheveux crépus, je les adore, quoi. Donc vous aurez beau dire ce que vous voulez, moi voilà, c'est mes cheveux. Et c'est vrai que du coup, on parle depuis tout à l'heure des vidéos YouTube, des tutos. C'est vrai que les réseaux sociaux, ça a une place assez importante dans la perception de soi, mais aussi des autres. Et pour toi, vraiment, qu'est-ce que ça a comme rôle dans l'acceptation de ses cheveux crépus ou pas? Je pense que les réseaux sociaux, dans l'acceptation de ces cheveux crépus, peuvent avoir un impact assez... Tu peux être déçu. Parce que sur les réseaux sociaux, ce que tu vois, c'est souvent des afros genre super denses, avec une longueur de malade et tout. Ce qui fait que toi, quand tu te compares, tu vois que, t'as pas ces cheveux là, et puis après ensuite on me dit non mais c'est en utilisant telle huile, en faisant telle routine, en faisant que t'arriveras à cette couleur, et donc toi aussi tu te dis ok je vais acheter tout ça, et puis après ensuite tu masses ton cuir chevelu tous les soirs et tout. Pas du tout. Ça donne pas du tout. Alors parce que t'as pas cette longueur, tu te dis mince, ok bon. Donc ça peut avoir un effet négatif, et surtout qu'on te dit pas que y a plein de trucs qui jouent. C'est l'alimentation, la génétique. Moi, je sais que j'aurais jamais eu ces cheveux-là si mes parents, ils avaient pas une grosse touffe quand ils étaient jeunes. Je sais pas, l'eau, la casse aussi. Est-ce que tu sais la gérer, tu sais pas la gérer? Il y a plein de facteurs qui ne te sont pas présentés. Ce qui fait que toi, tu regardes les vidéos, tu te dis, en fait, t'es doublement déçu, quoi. Tu t'es coupé les cheveux parce que t'aimais pas tes cheveux de base, et puis là, tu vois, tes cheveux, c'est pas ce que tu imagines dans ta tête, quoi. Donc je trouve que les réseaux sociaux peuvent avoir un impact assez négatif sur sa perception de soi, et en particulier sur les cheveux crépus, ouais. Et je trouve aussi que ça montre un peu un nouveau standard, genre si t'as pas des longs cheveux avec les boucles bien définies et tout, ça veut dire que tes cheveux, ils sont pas beaux ou des trucs comme ça. Donc je trouve que aussi que ça met une certaine pression. Et je sais pas toi aussi, mais j'ai l'impression que ça valorise que les cheveux en général longs et bien bouclés avec les boucles bien définies, ils sont beaucoup plus valorisés en général, je trouve, dans la vie que les cheveux afro crépus sans les boucles définies. Enfin, j'ai l'impression qu'on leur dit plus à eux, oui, t'as des beaux cheveux, que si y a quelqu'un avec son afro crépus sans les boucles forcément définies, on va pas lui dire ah ouais, toi t'as des beaux cheveux. Enfin, je sais pas ce... Ouais, et ça s'appelle le texturisme. Le texturisme. Ah, tu m'as appris un nouveau mot là. Du coup, c'est quoi? Vas-y, explique. Grosso modo, c'est la discrimination, en fait, selon laquelle il y a certains types de cheveux qui de base sont discriminés, mais qui sont reconnus un peu plus comme beaux. Donc typiquement dans les cheveux afro, les cheveux qui ressortent le plus, qui sont beaucoup plus mis en avant et qui sont considérés comme beaux, ce sont les cheveux bouclés, par exemple. Quand bien même ils subissent des discriminations, ces cheveux-là, parmi tous les cheveux qui sont considérés comme moches, ils ressortent mieux, tu vois. Et c'est ça, du coup, le texturisme. Et pour le coup, les cheveux crépus, ils sont assez discriminés, puisque cette injonction-là à la boucle fait que, de base, un cheveu crépus n'est pas bouclé. Donc, tu te dis, je regarde mes cheveux, ils sont pas bouclés, ils sont courts, ils se cassent tout le temps. Mes cheveux, en fin de compte, ils sont moches, quoi. Donc, Ouais, mais tu m'as appris un nouveau truc. Merci. En faisant mes recherches, j'avais pas trouvé justement ce que c'était, et tu m'as appris le terme. Donc, merci. Ouais, c'est un terme anglo-saxon. Ah, d'accord, ok. Et du coup, toi, comment tu vois l'évolution des communautés capillaires en ligne? Est-ce que tu penses que ça va finir par être, on va dire, un espace de libération de tous ces standards de beauté?
En tout cas, je l'espère. Mais après, ensuite, ce que je trouve super intéressant, c'est que j'ai l'impression que dans le mouvement Nappy, on est allé dans une forme de régression où, de base, à l'origine, on était vraiment dans un mouvement d'acceptation où les cheveux crépus étaient remis en valeur, tout le monde essayait de porter ses cheveux crépus, on essayait de plus porter des discours négatifs sur les cheveux crépus, et puis là, maintenant, ce qui revient, c'est que bon, les cheveux crépus, ça prend du temps, c'est chiant. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui reviennent au défrisage, qui reviennent au tissage ou aux perruques. Alors, moi, je suis pas dans ce discours-là en disant, ouais, portez vos cheveux crépus ou portez des perruques, etc. Enfin, surtout si ça vient des hommes, genre vraiment les meufs. Ne les écoutez pas. Enfin, vous faites ce que vous voulez avec vos cheveux. Mais ce qui me gêne, c'est vraiment cette histoire-là de, oui, ça prend trop de temps. Enfin, je suis désolée, mais je trouve ça bizarre de dire que quand tu dois t'occuper de quelque chose qui, à toi, ça prenne trop de temps. Par exemple, quand tu pars à la salle de sport, ça prend du temps aussi. Quand tu fais des meal prep, ça prend du temps. Mais pourquoi alors, pour t'occuper de tes cheveux, ça prend trop de temps et du coup, tu t'es dans un rapport très brut en fait avec ton corps. Donc voilà. Et aussi, je trouve que le mouvement Nappy n'a pas touché une génération qui est la génération ancienne, quoi, nos mamans, etc. Et ça m'a surprise puisque anecdote, c'est que j'étais partie voir, je sais pas si tu connais le documentaire qui a été réalisé par Sabrina Onana. Je suis noire, je suis belle. Non, je le connais pas. Ok, cool. C'est un documentaire réalisé par Sabrina Onana qui elle fait plein de films documentaires, elle fait vraiment plein de trucs, elle a une marque à propre à elle et tout, elle a fait des études en sociologie. Et du coup, elle a réalisé un documentaire sur l'acceptation de soi en tant que femme noire. Et il y avait, du coup, dans le documentaire, il y avait énormément de femmes qui abordaient la question du mauvais rapport qu'elles avaient avec leurs cheveux. Et après, ensuite, elle avait organisé une forme de session questions-réponses. Et ce qui m'avait choquée dans ça, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes qui... C'est comme si elles découvraient le mouvement Nappy. Je me dis, mais attends, le mouvement Nappy, ça date depuis 10 ans. Et il y a encore des femmes qui ont du mal encore avec leurs cheveux. Et en regardant plus près, tu vois que c'est des femmes beaucoup plus âgées que nous de notre génération. Je me dis, ah, en fait, le mouvement Nappy, il n'a pas encore terminé de... Ouais, il est encore en cours, en fait. Voilà, exactement. Et c'est intéressant ce que tu disais, que tu comprenais pas les gens qui disaient que ça prenait trop de temps à s'occuper de ses cheveux et tout. Moi, j'ai pensé comme ça à une époque, mais j'ai pensé comme ça quand moi, je savais pas m'occuper de mes cheveux. Enfin, je regardais toujours des tutos. Enfin, c'était vraiment une corvée pour moi parce que, c'est comme si t'apprenais une leçon. Ça te saoule au bout d'un moment. Ouais. Ben moi, c'était ça. Et à partir du moment où j'ai trouvé comment faire pour m'occuper de mes cheveux, c'est là que je me suis dit, ah oui, bon, je sais comment faire. Maintenant, c'est simple. Je fais tout le temps la même chose. J'ai une routine, en fait. Ouais. Mais quand t'as pas de routine, c'est vrai que, enfin, c'est un peu une corvée si tu t'imposes pas une routine capillaire, quoi. Donc, Et puis, ça prend du temps aussi de trouver ces produits qui fonctionnent sur ses cheveux. Et je pense que, du coup, l'un des autres, pour revenir sur le sujet des effets négatifs des réseaux sociaux sur la perception de ses cheveux crépus, c'est que on vend trop le truc en mode, bon, tu fais ci, tu fais ça, et puis basta. Non, moi, j'ai pris quoi, genre 2-3 ans à trouver vraiment une bonne routine et voir que mes cheveux réagissaient bien, que j'avais plus de casse et tout. Et puis même aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ta texture de cheveux, elle change tous les 7 ans. Donc, la routine... je savais pas ça. Ouais. Là, je l'ai découvert en soirée. Voilà, donc comme quoi, aborder tous les sujets en soirée et vous allez apprendre des trucs. Mais du coup, la routine qui fonctionne aujourd'hui, fonctionnera potentiellement plus demain parce que tu changes, tu grandis, quoi. C'est comme ta voix, t'as plus la voix que quand t'avais 7 ans. Tu vois, tes cheveux, ils mûrissent aussi. Et du coup, les cheveux, en fait, apprendre à s'occuper de ses cheveux, et en particulier pour les personnes noires qui ont un héritage assez particulier avec ces cheveux-là, ça prend beaucoup de temps et faut pas se décourager, en fait. Par là, je trouve que apprendre à s'occuper de ses cheveux, c'est apprendre aussi à s'aimer et réapprendre à se réapproprier aussi son corps noir, quoi. Je pense que ça peut faire une bonne conclusion au podcast. Donc, avant de terminer le podcast, je vais t'expliquer, on a un petit jeu qu'on appelle le jeu des 5 questions. Et en gros, là, j'ai 5 questions devant moi et tu choisis un chiffre entre 1 et 5 et je te poserai la question qui correspond à ce chiffre. Waouh. Voilà. C'est comme ça qu'on finit chacun de nos épisodes de podcast. Je vais choisir 4 parce que c'est la date de mon anniversaire, du coup, le 4. Ok, alors, quel personnage de film ou de série t'a marqué par sa coiffure? Je dirais, j'ai beaucoup aimé la série Get Down. Get Down, je sais pas si tu la connais. J'ai jamais vu, mais je connais. Ok, du coup, ils ont des afros de malade à l'intérieur et franchement, je regardais beaucoup plus parce que j'ai aimé de ouf leurs afros que la série, quoi. Donc, de Get Down, je dirais que c'est vraiment une série qui m'a marqué
parce que leurs cheveux, ils étaient trop trop beaux. Et c'est quoi un peu la série? Enfin, si tu peux me donner un peu un synopsis. En fait, c'est une série qui met en scène des adolescents du Bronx qui essayent en fait de se faire un peu un milieu dans la musique, une place dans la musique, pardon, dans les années 70. Donc là, on est tous dans tout ce qui est funk, l'émergence aussi du rap. Il y a un mec, du coup, il veut devenir rappeur, il y a sa meuf qui veut devenir chanteuse et tout, et tu les suis un peu dans leurs aventures. C'est vraiment, du coup, dans la période où on assumait pleinement son afro, quoi. Ouais, exactement. Ok, ouais, je vois. Bon, bah, du coup, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. Merci à toi, Ruth, d'avoir accepté de déballer ce petit carton cheveux crépus avec moi. En tout cas, je trouve que la discussion, elle était hyper intéressante. Et je vous remercie à vous aussi, les auditeurs, d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'association Science Girl, je vous mettrai sans doute les réseaux en description du podcast. Et surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter et à partager le podcast autour de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine!